Bonjour, je suis Sabine de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir rejoints. Dans le cadre de cette action à fond c'est les métiers démarrée le 15 mars et qui va se terminer le 15 avril, je vous propose ce matin d'aller à la découverte des métiers du sport que nous présentera Monsieur Leray de Profession Sport et Loisirs Poitou-Charentes, que je laisserai se présenter ultérieurement. Avant de démarrer cette présentation, sachez que tout au long de ce live, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat que vous retrouvez sur la fenêtre de droite de votre écran de présentation. Maintenant que les choses techniques sont dites, nous allons à présent commencer avec donc notre invité. Bonjour Monsieur Leray. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors Monsieur Leray, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et nous présenter Profession Sport et Loisirs? Ouais, alors moi je dirige Profession Sport et Loisirs. Donc Profession Sport et Loisirs, c'est une association donc qui couvre le territoire picto-charentais. On a des collègues voilà, partout dans la Nouvelle-Aquitaine. On couvre l'ensemble du territoire néo-aquitain. Et on a un objectif qui est de développer, enfin en tout cas de participer au développement et à la structuration de l'emploi dans le domaine du sport et de l'animation. Donc ça passe par plusieurs services. On a notamment une bourse d'emploi dans les métiers du sport et de l'animation, en lien avec Pôle emploi. On a aussi un rôle d'employeur. En fait, on a un groupement d'employeurs qui réunit une belle quantité de personnel, notamment sur les métiers d'éducateurs sportifs, d'animateurs socioculturels. Et après, donc, tous ces salariés-là, on va les mettre à disposition dans les associations, dans les collectivités. On a aussi un rôle de soutien à la fonction employeur. Donc, on va soutenir les dirigeants dans les associations pour établir notamment les contrats de travail, les bulletins de salaire, etc. Et puis enfin, on a aussi une mission de formation. Donc, on fait des formations, des actions de formation continue, mais aussi des actions de formation initiale, notamment un BPGEPS, activité physique pour tous. Et puis, on dispense aussi un CQP. Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, donc sur une mention qui s'appelle animateur de loisirs sportifs. Voilà, pour faire court. Très bien. On va faire court parce que du coup, on rentrera un petit peu plus dans les détails dans la seconde partie des métiers au sens large et des formations, comment on accède à ces métiers-là. Ce que je vous propose peut-être avant de démarrer ces échanges, c'est de démarrer par une petite vidéo qui va présenter un métier du sport qui est ce que vous avez nommé éducateur sportif polyvalent. Donc c'est parti pour la vidéo. Dans le cadre de sa web-série consacrée au métier du sport et de l'animation, la Fédération nationale Profession Sport et Loisirs vous présente le métier d'éducateur sportif polyvalent avec Erwan. Mon métier d'éducateur sportif polyvalent consiste à encadrer et animer des activités sportives auprès de publics variés et dans des structures très variées également. Donc ça peut aller pour le public depuis les enfants jusqu'aux seniors et pour les structures dans le secteur associatif, dans le secteur périscolaire et également dans les secteurs un petit peu plus institutionnels comme les communes ou le conseil général. En général, j'ai un emploi du temps régulier, le même chaque semaine en période scolaire et un petit peu différent en période hors scolaire puisque toutes les structures ne ferment pas pendant les vacances. Il peut y avoir des amplitudes horaires assez fortes dans la journée avec une concentration des heures en fin de journée, fin d'après-midi et soirée, début de soirée. Pour être plus concret, j'encadre des activités comme le roller pour les enfants le jeudi et vendredi après-midi, de la gymnastique d'entretien pour adultes le mardi et jeudi en soirée, et avec des seniors le lundi, mercredi, vendredi matin. L'été, je mets en place et j'encadre des activités pour les touristes dans une station balnéaire du secteur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la variété des activités et des publics, l'autonomie et la liberté dans le travail. Cela évite de s'ennuyer, autant pour soi que pour le public. Mon rôle d'éducateur consiste à proposer des contenus adaptés selon l'activité et le public, que ce soit des apprentissages moteurs, de gestion du capital santé, d'amélioration du schéma corporel. Il faut être inventif pour amener de la variété dans les séances.
Un bon éducateur doit être toujours de bonne humeur, avoir un bon relationnel, savoir s'adapter sans faire de concessions sur l'essentiel par rapport aux objectifs qu'on se fixe et être à l'écoute du public. Pour parler de l'évolution de carrière, je travaille actuellement un petit peu dans la formation professionnelle pour adultes depuis 3 ans. Je forme des animateurs sportifs. C'est un peu autre chose, mais c'est passionnant de transmettre ce que l'expérience nous a apporté. Et pour autant, je veux toujours garder un pied dans l'animation. Ça permet de garder un pied dans le terrain. C'est très important à mes yeux. Avec les temps d'activité périscolaire, je retrouve actuellement le public des jeunes qui correspond plus à ma formation initiale, après avoir travaillé de nombreuses années avec des adultes. En fait, c'est le public qui vous fait aimer le métier parce que les gens vous renvoient tellement de choses positives que c'est un vrai bonheur d'aller travailler chaque matin. Très bien. Ben voilà une bonne entrée en matière, comme j'ai envie de dire. Donc du coup, là, on a pu découvrir le métier éducateur sportif polyvalent grâce au témoignage d'Erwan. Donc, Monsieur Leray, est-ce que vous pouvez élargir un petit peu quels sont les métiers du sport au sens large? Oui, tout à fait, hein. C'est important de préciser que les métiers du sport, ce n'est pas que éducateur sportif ou ce n'est pas que professeur de PS. Donc c'est important effectivement de se représenter que le sport, c'est pas un métier en tant que tel, mais c'est un secteur d'activité. Et donc, on va retrouver plusieurs typologies de métiers. On va retrouver tous les métiers qui concernent l'encadrement de la pratique sportive. Donc, dans le paquet dans lequel on va faire rentrer professeur de PS, éducateur sportif, coach, animateur sportif, voilà, tout ça, c'est le vocabulaire, mais sur lequel on va retrouver toute cette fonction d'encadrement de la pratique sportive. Et puis, on va aussi avoir tous les métiers qu'on va dire connexes, donc tout ce qui va être organisation et développement de la pratique. Donc, on va retrouver des postes de coordinateur de projet, on va retrouver des postes de chargé de communication, de chargé de développement. On peut aussi avoir des médecins qui vont se spécialiser sur le sport. On va aussi avoir des kinés qui vont accompagner des sportifs de haut niveau. On va retrouver aussi des postes de préparateur physique, de préparateur mental. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, on peut avoir une belle diversité de métiers, mais sur lesquels on va venir s'appliquer sur le domaine sportif. D'accord. Et quels sont les besoins en recrutement, justement? Alors, les besoins en recrutement, alors, pour une très très grosse partie, ça va être le milieu associatif. Donc les clubs qui vont rechercher notamment des éducateurs sportifs. Donc là, effectivement, c'est peut-être important de revenir sur cette vidéo où l'idée c'était juste de faire une illustration, mais c'est pas que ce métier-là. Là, c'était intéressant de montrer que très souvent en fait le métier il était polyvalent, donc polyvalent en termes de public et d'activité. Mais on a aussi des gens qui sont spécialisés sur une discipline. On peut avoir des éducateurs sportifs en tennis, qui sont spécialisés en basket, en foot, etc. Et donc après les besoins, donc ça va être, comme je le disais, notamment les clubs. Après, on peut aussi avoir des fédérations qui vont recruter. On peut avoir deux types de clubs d'ailleurs. Il y a les clubs amateurs, ça va être 95% des recrutements. Et puis on peut avoir aussi le secteur professionnel, qui très souvent fait briller les yeux, mais qui ne concerne finalement, quand on regarde les recrutements, que très peu de postes. Voilà. On pourrait rajouter d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, mais il faut aussi en parler. Il y a aussi le métier de joueur ou d'athlète professionnel. On peut aussi avoir le métier d'agent de joueur, qui aussi fait souvent rêver. Mais le métier d'agent de joueur, c'est quelques dizaines de personnes en France. Voilà. Oui, c'est bien d'insister sur le fait qu'effectivement, quand on pense au sport, on pense toujours haut niveau, on voit le milieu sportif, comme vous dites, on a les yeux qui brillent, mais c'est pas la majorité, c'est même la très minorité des emplois du sport. Est-ce qu'on peut revenir sur quels sont les publics avec lesquels on peut être amené à travailler? Oui, alors les publics, donc les publics que vous connaissez, par exemple, forcément, un prof de PS, c'est un métier que vous côtoyez, que vous avez côtoyé dans votre vie. Donc voilà, forcément, on est avec les enfants, avec les ados, mais on peut aussi travailler avec des adultes. On peut aussi avoir, je
peux citer un exemple, un club de triathlon par exemple, et plus de la moitié des adhérents d'un club de triathlon, en général, ça va être des adultes. Et puis des fois, ça va être des publics, on va dire spécifiques. Donc ça peut être on peut travailler dans le milieu du handicap, hein, on peut travailler aussi en milieu carcéral, par exemple. On a des éducateurs sportifs qui interviennent en prison. Et puis on peut aussi avoir, et ça va vraiment être, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais ça va encore se développer dans les années à venir, tout le public senior, puisque la thématique du sport santé est une thématique qui se développe énormément ces dernières années. Et donc on peut s'attendre à avoir de gros recrutements pour accompagner le bien vieillir, voilà, des personnes âgées, mais même avant, puisque pour bien vieillir, il faut l'anticiper. C'est sûr. Et du coup, dans ces besoins de recrutement, quelles sont les compétences, qualités requises? Les principales qualités requises. Alors, ce qui est très important à mon sens de bien avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas d'être un bon pratiquant de sport pour être un bon éducateur sportif. Alors, ça peut paraître étonnant, mais je pense que c'est très important de le souligner, c'est-à-dire que quand on cite le métier d'éducateur sportif, avant sportif, il y a éducateur. Donc la principale fonction d'un éducateur sportif, c'est de transmettre, d'éduquer. Donc on est sur la transmission de valeurs, on est sur comment est-ce qu'on va développer un lien de confiance dans son groupe, comment est-ce qu'on va travailler sur l'autonomie, l'épanouissement du public. Donc ça demande en fait des compétences dans le domaine technique, c'est-à-dire qu'effectivement, si on prend un éducateur sportif en tennis, eh ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il doit être capable de bien enseigner comment on fait un revers, comment on fait un coup droit. Mais ça va être surtout de bonnes compétences pédagogiques pour que son message y passe bien et que la séance elle soit faite de manière ludique pour que les publics aient envie de pratiquer tout simplement. Tout simplement. D'accord. Je rebondis aussi un petit peu en lien avec la vidéo qui était présentée via le témoignage d'Erwan, où il disait par rapport aux conditions de travail, on entend souvent que dans ces métiers-là, ça se pratique en soirée, en fin d'après-midi. Quelles sont effectivement les conditions de travail au sens large dans ces métiers-là? Ouais, c'est ça. On a très souvent une difficulté au niveau du planning. Alors une difficulté, ça dépend d'ailleurs. Ça peut aussi, il y a des gens qui s'adaptent très très bien, hein. Mais en fait, on va encadrer la pratique sportive au moment où les gens ont du temps de disponible. Donc les temps où les gens sont disponibles, ça va être le soir, ça va être le mercredi après-midi pour les enfants, ça va être le week-end, mais en fait assez peu souvent en journée. Donc ça, c'est quand même une contrainte à avoir en tête, puisque bon voilà, quand on est jeune, en général, ça pose pas forcément de soucis. Par contre, après, ça peut être compliqué à concilier ça avec une vie de famille. Donc les horaires, et puis aussi après, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ça peut être lié à la saisonnalité, hein. C'est-à-dire qu'un moniteur de voile, par exemple, il va énormément travailler sur les mois de juillet et d'août, et après, en saison hivernale, ça va être beaucoup plus calme, on va dire, voire il va avoir des périodes d'inactivité. Donc les horaires, la saisonnalité, ce qui peut être important aussi à signaler dans les inconvénients, c'est qu'on a assez peu d'évolution possible, hein. C'est-à-dire que quand on travaille dans le secteur de l'animation, par exemple, on peut aller assez rapidement, on va dire, sur des fonctions de coordination de secteur, on peut aller sur des fonctions de direction. Alors que le milieu associatif, en fait, c'est très souvent, c'est des gens qui travaillent seuls et il y a un professionnel dans le club, et donc peu de possibilités d'évolution. Même si Erwan le soulignait, hein, lui, au bout de quelques années, il a été sur une évolution en termes de formation, puisqu'aujourd'hui, il forme de futurs éducateurs sportifs. Donc, il y a quand même une évolution possible. Mais effectivement, c'est lié aussi à la structure, à la taille de la structure et voir comment c'est composé. Parce qu'effectivement, quand on en rencontre, quand on voit le milieu sportif, effectivement, c'est des petits groupes. Donc, en termes d'évolution, c'est vrai que c'est un peu plus restreint. Ouais, après, les conditions sont liées aussi effectivement à la structure dans laquelle on travaille. C'est-à-dire que là, j'insiste beaucoup sur les petites associations, mais il y a aussi des éducateurs sportifs qui travaillent dans des grosses structures comme le Club Med, comme le CPA. Il y en a d'autres qui vont travailler aussi dans le secteur social, hein. Ça peut être aussi, par exemple, un éducateur sportif qui va travailler dans un centre social ou dans une maison de quartier, où là, on aura des conventions collectives qui seront différentes, avec des horaires différentes. Voilà, les conditions dépendent aussi de la structure dans laquelle on travaille.
Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi en milieu carcéral aussi, donc en établissement, les horaires varient, c'est une structure différente, donc effectivement, tout est lié à la structure dans laquelle on pratique par rapport à C'est ça. pour ces évolutions. Très bien. Si on veut découvrir ces métiers-là, est-ce qu'on peut faire des stages? Est-ce qu'on peut effectuer des stages? On peut effectuer des stages. Après, on a quand même une possibilité, on a la chance d'avoir une possibilité qui est ouverte dans les métiers du sport, c'est la possibilité de faire du bénévolat. Et je dis: «Je suis une chance», ça paraît évident, mais effectivement pour quelqu'un qui voudrait être médecin, faire du bénévolat, voilà, pour, opérer quelqu'un, moi, je voudrais pas être le patient qui va subir ça. Donc c'est vraiment une chance à saisir, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un tissu associatif qui est très, très riche en France et en fait, où on a, des clubs qui n'attendent que ça, en fait, d'avoir des bénévoles pour encadrer, les différents publics. Donc je dis: c'est une chance à saisir et même, à mon sens, c'est plutôt une obligation, pour avoir un parcours de réussite. C'est-à-dire que ça va servir aussi à vous tester. Alors ça peut être faire du bénévolat dans un club, ça peut être aussi, passer le BAFA, c'est-à-dire que même si c'est pas pour encadrer forcément les activités physiques, et ben, on va être au contact d'enfants et donc vous allez pouvoir vous rendre compte à un moment donné si, au bout d'un mois de centre de loisirs, si, les enfants entre guillemets vous sortent par les yeux et ben, vous allez vous dire: «En fait, c'est pas forcément comme ça que je voyais les choses». Et c'est quand même une problématique récurrente, hein, c'est important aussi d'insister là-dessus. C'est-à-dire que parfois, on a des salariés qui nous disent: «Moi, mon métier, je ne voyais pas comme être animateur de garderie». Voilà, c'est un peu le mot, voilà, qui ressort. Et donc, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'une très grosse partie du métier d'éducateur sportif, c'est pas forcément de sortir, des champions qui vont faire les jeux olympiques, mais c'est plutôt d'organiser des séances, les plus ludiques possibles pour que les enfants, puissent, pratiquer des activités physiques, et aimer ça. Voilà, c'est surtout ça, le cœur de métier. Oui, effectivement, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le côté, dit ludique où on s'amuse, mais il y a aussi tous les temps de préparation. Enfin voilà, c'est pas simplement un métier où je suis sportif, je sais faire des choses et je le mets en pratique sans communiquer, sans transmettre, et cetera. Donc c'est vrai que c'est Ouais, important complètement. Et c'est un métier qui évolue, c'est-à-dire qu'il y a encore, il y a 15-20 ans, on demandait surtout d'être bon au niveau du face-à-face pédagogique et aujourd'hui, il faut être capable aussi de monter des projets de développement, de monter, des projets de promotion aussi de l'activité, dans les clubs et effectivement, ça passe par, vous l'avez dit, hein, des temps de préparation, qui sont là pas juste pour faire beau, mais effectivement une belle séance, c'est une séance qui est bien préparée avant tout. Et donc de plus en plus aussi, il faut quand même s'y attendre. On est sur des métiers où il y a aussi de plus en plus d'administratifs. Mmh. On est aussi sur une montée en compétences par rapport à ces évolutions, mais effectivement, dans beaucoup de métiers, enfin, quand vous pouvez nommer l'exemple de médecin, voilà. Le médecin aussi, quand on pense la secrétaire médicale avant qui faisait du clavier, maintenant on voit le médecin qui est capable de faire de l'administratif. Voilà, toutes les variantes aussi qu'on peut retrouver dans les métiers et les métiers du sport aussi sont impactés où on fait plus d'administratif parce qu'il y a de la préparation, parce qu'il y a des montages de projets. Enfin, c'est un aspect différent que simplement la pratique du sport, comme on l'entend au sens large. Ouais, c'est important parce que il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont faire ces métiers-là parce qu'en fait, ils veulent dehors, ils veulent pas être assis derrière un écran. Il faut en avoir conscience que, alors, c'est pas, on ne passe pas 90% de son temps derrière un écran, hein, mais il y a quand même une partie incontournable, pour ne serait-ce que pour faire des comptes rendus, à son employeur. Mmh mh. Très bien. Une question qui me vient comme ça, la proportion femmes-hommes dans ces métiers-là, la mixité, ça donne quoi? Ouais, alors c'est assez variable selon l'activité, hein, sur tout ce qui va être, gymnastique d'entretien, comme on l'a vu avec Erwan, hein, en fait, il y avait trois activités là qu'on a pu filmer au cours de sa semaine. Il y avait les activités, running là avec des adultes, il y avait aussi le roller avec les enfants et puis il y avait aussi une activité d'entretien corporel. Donc sur ces activités-là, tout ce qui va être fitness, on va être sur un public, largement majoritairement féminin. Et puis après, ça va être, enfin grosso modo, ça va être assez équilibré, hein. Mais après sur les sports co, on sera sur une tendance, plus majoritairement masculine, sur, le foot notamment, voilà, c'est beaucoup plus masculin. Ça reflète aussi, ce qu'on a au niveau des médias, hein. Quand on voit le sport, ce qui est retransmis au niveau des médias, on voit beaucoup le sport masculin, même si, au niveau féminin, il y a de très bonnes choses qui se passent, mais c'est encore une, réalité derrière l'image des métiers. Les métiers du sport, on les attache toujours au côté masculin plus qu'au féminin, alors que c'est accessible à tout le monde et tout le monde est capable de le faire. Ouais, complètement. Ouais, c'est certain.
Du coup, alors peut-être aussi par rapport, vous parliez du handicap, où vous adaptez aussi des métiers au handicap, mais est-ce que des personnes en situation de handicap peuvent être aussi peuvent travailler dans ces métiers du sport? Complètement. Oui, oui, complètement. Alors après, c'est difficile de parler du handicap au sens large, puisqu'en fait, voilà, tout dépend du type de handicap. Il y a là aussi une grosse diversité de handicap, donc parfois le métier peut être adapté, parfois non. Mais en fait, ouais, je vois très très peu de handicaps sur lesquels on dirait on ferme la porte d'entrée de jeu à l'accès aux formations, y compris sur les formations. On a des tests, il y a des prérequis pour pouvoir rentrer en formation. Et très souvent, ces tests peuvent être adaptés à certains handicaps. Donc voilà, faut pas que ce soit voilà, un gros frein. En tout cas, il faut se renseigner, mais d'entrée de jeu, je dirais pas forcément, il n'y a pas forcément de problème. D'accord. Bah, du coup, ça amorce un petit peu la deuxième partie. Donc, on a parlé des métiers, des conditions d'exercice, etc. Alors, comment on accède à ces métiers-là? Peut-être est-ce que vous voulez ouais. qu'on illustre par le petit tableau, si ça vous... Oui, je veux bien. Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Donc je vais réinsister sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de rentrer en formation qualifiante, eh ben, c'est bien de faire du bénévolat, c'est bien éventuellement de passer son BAFA pour pouvoir se tester un petit peu avec le public enfant. On a aussi une possibilité dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le service civique, hein. Je sais pas si tout le monde connaît cette possibilité-là, mais vous avez la possibilité de vous investir dans une association ou une collectivité sur une période en général de 6 à 8 mois avec une indemnité. Et donc là aussi, ça peut permettre de découvrir le milieu associatif, voir si c'est ce milieu-là, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc une fois, voilà, ça va vous permettre un petit peu de valider votre projet professionnel. Et une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, effectivement, il y a plusieurs filières de formation. Donc il y a une formation, alors je ne sais pas si tout le monde voit bien le tableau, on va dérouler, on va partir sur la colonne de gauche. On a les diplômes, ce qu'on appelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ça va être les BPGEPS. Donc le BPGEPS, c'est un diplôme de niveau 4. Et puis ensuite, en termes d'évolution, on va avoir le DEGEPS qui est un diplôme niveau Bac+2 et le DESGEPS qui est un diplôme de niveau Bac+3. Donc, alors, je ne sais pas si c'est forcément lisible, mais en fait, vous voyez que les BPGEPS, on a une belle quantité en fait de BPGEPS et on a une mention par famille d'activités qui vont pouvoir être encadrées, hein. Donc, on va avoir un BPGEPS voile, par exemple, on va avoir un BPGEPS judo, etc. Et puis on a un BPGEPS qui est, alors pour le coup, polyvalent, qui s'appelle Activité physique pour tous, et qui va correspondre un petit peu au métier qui a été présenté par Erwan dans la vidéo, hein. On est plutôt sur un diplôme plus polyvalent. Sur le DEGEPS, on sera plutôt sur des fonctions de coordination, et puis sur le DESGEPS, on sera sur des fonctions de direction, hein, pour faire court. La deuxième colonne qui est en vert à côté, ce sont les CQP, les certificats de qualification professionnelle, qui sont des diplômes de la branche du sport et qui sont des formations courtes, voire très, très, très courtes. En gros, on est sur des formations qui vont durer entre 15 jours et 6 mois de formation. Donc là, c'est important de le préciser. Ça ne va pas forcément être suffisant pour pouvoir en faire son métier à temps plein, hein. Les CQP, ça va être intéressant soit comme première marche avant d'aller sur un BPGEPS, ou soit comme complément de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui passe un BPGEPS activité physique pour tous, et puis va passer un CQP, je sais pas, tir à l'arc par exemple, pour avoir une spécialité et travailler du travail facilement, on va dire, pendant la saison sportive, pendant la saison touristique. La troisième colonne, c'est la filière universitaire, donc avec le cursus STAPS, où on a donc, voilà, comme dans toutes les universités, une licence au bout de 3 ans, un master au bout de 5 ans, et puis ensuite on a encore la possibilité de se spécialiser aussi avec des diplômes universitaires. Donc là, ce qui est plutôt intéressant aussi à signaler sur la filière STAPS, c'est qu'au bout de 2 ans, on a encore le DUG STAPS qui est délivré et qui donne les prérogatives du BPGEPS activité physique pour tous. Donc ça, c'est pas inintéressant parce que ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on peut obtenir ce diplôme et donc une carte professionnelle d'éducateur sportif. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très important de le signaler, c'est-à-dire que sur l'encadrement de la pratique sportive, on est sur une profession réglementée. Et donc, pour pouvoir encadrer des activités physiques en étant rémunéré, hein, pour le bénévolat, il n'y a pas de souci, mais pour être rémunéré, il faut une carte pro.
Et donc, cette carte professionnelle, elle va être délivrée en ayant un des diplômes qui vous sont présentés là sous les yeux et un casier judiciaire qui soit compatible. Voilà, donc attention aussi à faire preuve de probité, hein, pour pouvoir travailler. Voilà, ça peut faire sourire, mais effectivement, ça arrive tous les ans où il y a des cartes professionnelles qui sont retirées pour des problèmes de stupéfiants ou des choses comme ça. À côté de ça, on a une 4e colonne en vert, ce sont les titres à finalité professionnelle. Et donc là, ça va, pour l'instant, même si ça va se développer dans les années à venir, mais pour l'instant, ça va concerner que peu d'activités, mais ça va notamment concerner le foot, le hand et la natation, et l'équitation aussi. Donc voilà, on a un autre type de formation qui ressemble un peu à des cursus BPGEPS, hein, ça va durer, je n'ai pas précisé d'ailleurs, mais les BPGEPS, c'est entre 1 an et 2 ans de formation. Et puis la dernière colonne qui est tout à droite, là, ce ne sont pas des formations, mais ce sont des concours. Donc c'est dans votre cheminement, dans votre projet professionnel, ouais, ça peut être intéressant de l'intégrer aussi. Si vous voulez travailler pour des collectivités locales, par exemple, bah, vous avez l'accès à un concours d'opérateur territorial, un concours d'éducateur territorial, et puis enfin un concours de conseiller territorial des activités physiques et sportives. Et puis pour travailler pour l'État, donc on a 2 concours, voilà, qui sont pas confondre, c'est pas pareil. On a le professorat de sport et le professorat d'EPS, voilà, pour professorat d'EPS pour travailler dans les collèges et lycées notamment. Très bien, merci. C'est vrai que ça fait pas mal de formations. Alors, ce que je vous propose, c'est que effectivement, c'est peut-être pas forcément lisible. Voilà, il y a un petit lien qui a été rajouté dans le chat. Si vous voulez en savoir plus et vous rendre compte un petit peu plus des activités, différentes activités, vous avez le lien sur le volet de droite pour voir tout ce qui est le volet formation. Donc, pour refaire court, donc tout ce qui est BPJEPS, formation de 12 à 24 mois. Les CQP, c'est 6 mois, c'est ça? Au maximum 6 mois. Maximum, Ouais, c'est ça. ouais. Et tout ça, de toute façon, ça se passe en alternance. Tout ça, ouais, systématiquement, c'est toujours en alternance. Et après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'en parler avec un conseiller qui va pouvoir vous renseigner, puisqu'en fait, il y a des stratégies à mettre en place. C'est-à-dire qu'à mon sens, avoir un seul diplôme pour pouvoir en faire son métier à temps plein, après, c'est compliqué d'accéder au temps plein. Donc, on est sur des stratégies, voilà, à moyen terme. On va d'abord passer un BPGEPS, par exemple. Ensuite, on va passer, pourquoi pas, un deuxième BPGEPS, mais on n'aura pas tout à repasser. Parce qu'en fait, les BPGEPS, maintenant, ils sont articulés avec 4 UC. Et donc, quand on a un BPGEPS, voilà, par exemple, on n'en a plus que 2 à passer pour en avoir un autre. Voilà. Et on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, aller chercher des CQP, etc. Donc là, il y a des stratégies de formation à mettre en place. D'accord. J'avais aperçu aussi, alors vous me dites si je me trompe, qu'il y avait des formations, vous avez parlé des formations courtes, mais des formations très courtes pour les éducateurs qui ont besoin de développer de nouvelles compétences. J'avais vu que ça durait de 1 à 3 jours. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ouais, effectivement, faut d'abord avoir, c'est une formation qui permet d'avoir une carte pro, hein, voilà. Mais ensuite, effectivement, il y a des choses qui sont peu développées en formation initiale. Et mais après, je pense que c'est dans tous les métiers, c'est-à-dire que il faut continuer à se former, à tenir son niveau de connaissance et ses compétences à jour. Et effectivement, on organise des formations. Alors nous, mais voilà, il y a d'autres opérateurs qui le font. On organise des compétences sur la nutrition, par exemple. On fait des formations sur la préparation mentale, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe et qui se voyait très, très peu encore il y a quelques années, en tout cas en France. À l'étranger, dans certains pays, c'est plus développé. On a aussi des formations qui tournent autour de la communication. Donc, comment créer un visuel, voilà, avoir une création graphique qui fasse pas bidouillage. Comment est-ce qu'on crée un site internet? Voilà, je reviens sur les fonctions de l'éducateur sportif, hein, où avant on n'entendait pas parler, enfin ces missions-là n'étaient pas incluses dans leur profil de poste, et aujourd'hui on leur demande d'avoir une plus grande polyvalence. Mais c'est intéressant dans le sens où on imagine si un jour on veut se reconvertir vers d'autres métiers, bah, c'est quand même des compétences qui sont transférables. On a les compétences acquises pendant un exercice, mais ça, c'est quand même des petits plus. Quand on parle de communication, la communication, on la trouve dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà, c'est bien à prendre en considération pour et ouvrir son champ des possibles. Une question que je vais vous relayer, Monsieur Leray, c'est est-ce que le BAFA permet d'être dispensé de certains modules de BPGEPS? Non, il n'y a pas de relation directe entre le BAFA et le BPGEPS. Alors par contre, c'est un prérequis pour rentrer dans une formation BPGEPS.
mais sur une mention que j'ai pas présentée là, qui s'appelle loisirs tout public. Mais là, on n'est pas sur le champ du sport, on est sur le champ de l'animation socio-culturelle. D'accord, très bien. Du coup, si je veux en savoir plus sur les formations, on peut directement s'adresser à Profession Sport Loisirs? Bien sûr, Personne. faut pas hésiter, ouais, complètement. On est là pour ça. C'est quelque chose qu'on défend. Voilà, on se dit que, mais vous l'avez vu, hein, le tableau, même si on essaie de le rendre le plus simple possible, il est quand même assez complexe. Donc déjà quand on est dedans, voilà, ça évolue régulièrement. C'est quand même assez compliqué. Donc faut pas hésiter à solliciter un professionnel qui va pouvoir vous orienter au mieux. Très bien. Surtout quand j'ai pas tout présenté en plus dans ce tableau-là, il manque aussi des certificats complémentaires par exemple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un BPGEPS, on peut aussi passer des certificats complémentaires qui vont permettre d'aller vers une spécialisation derrière. Donc ouais, c'est important d'avoir un accompagnement individuel en fait par rapport à votre projet professionnel. Donc les différentes voies d'accès à la formation, donc il y a la formation initiale par la voie d'alternance, en formation continue donc pour les adultes. Et il y a aussi, est-ce qu'on la VAE peut faire partie aussi d'une des voies d'accès? Ouais, complètement. Ouais. Donc la validation des acquis de l'expérience. Alors on est sur la règle, hein, c'est d'avoir 1 an d'expérience minimale, donc 1600 heures, pour pouvoir accéder à la VAE. Et ensuite, une fois qu'on a prouvé qu'on a ces 1600 heures d'expérience, ben, il faut faire la démonstration par l'écrit que la personne elle a acquis les compétences nécessaires pour pouvoir valider le diplôme. Et donc là aussi, on peut avoir la totalité du diplôme de validé ou certaines UC. Donc ça peut être intéressant aussi, voilà, ne serait-ce que pour alléger la formation classique derrière si on n'arrive pas à tout valider par la VAE. D'accord. Quand vous dites 1600 heures, c'est 1600 heures en tant que salarié et le bénévolat ne rentre pas en ligne de compte? Si, ça peut être sur un statut de salarié, sur un statut de bénévole, et depuis peu aussi, on peut aussi faire entrer les stages qui sont faits au cours de formation dans ces 1600 heures. Voilà. D'accord. Donc c'est un cumul de tout ce qui est pratique sport qui est pris en compte pour la VAE. Ça peut être intéressant. Alors je pense à des personnes en reconversion qui ont plus pratiqué, qui souhaitent un instant T faire autre chose que leur activité actuelle. Donc par ce biais-là aussi, c'est une voie d'accès qui est possible. Ouais, complètement. Alors attention, hein, on est bien sur 1600 heures d'expérience en lien direct avec le diplôme. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait de l'équitation tous les jours que les 1600 heures vont pouvoir être comptées. En fait, il faut être pratiquement 1600 heures en situation de face-à-face pédagogique, quoi, voilà, pour schématiser. Mais c'est ça. Il faut mieux se renseigner en amont sur quel diplôme on va préparer qui correspondrait à ce qu'on est, ce qu'on a fait, effectivement. Très bien. Est-ce que, alors je regarde un petit peu s'il y a des questions, parce que je vois qu'on a des participants. Est-ce que il y a des questions qui arriveraient? Non. Est-ce que vous, Monsieur Leray, vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, ou vous voulez accentuer certaines choses? Non, pas forcément. Je pense avoir avoir des questions. On a déjà fait ouais, on a déjà fait un bon tour aussi des métiers et des formations. Alors juste, ça a été abordé dans la vidéo d'Erwan par rapport aux évolutions de carrière, où il disait qu'effectivement, même vous l'aviez abordé un petit peu, donc effectivement, les évolutions par rapport aux structures, c'est très, très restreint, c'est ça? Ouais, Sauf c'est en ça. fonction de Alors la taille de la effectivement, structure. ouais, tout dépend dans quelle structure on se place, mais très souvent on est sur des structures ce qu'on appelle mono-employeur, c'est-à-dire que un club, une association, ils vont avoir un salarié, et encore souvent c'est pas un salarié à temps plein, mais c'est un salarié à temps partiel. Et donc effectivement, ça va être compliqué d'évoluer au sein même de la structure. Alors après, ça peut passer par une évolution de métier, hein. C'était l'exemple d'Erwan en fait qui est passé du métier d'éducateur sportif à un métier de formateur, même s'il n'a pas lâché non plus le métier d'éducateur sportif, hein. Donc on peut aller sur des métiers un petit peu connexes. On peut aussi se spécialiser avec certains publics dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est aussi une évolution. Et puis il y a aussi, c'est aussi important peut-être de le signaler, ce sont des métiers avec quand même beaucoup de turnover. Où donc on fait ça pendant 10, 20 ans, et puis ensuite on a envie de glisser vers autre chose. Et d'où voilà peut-être la nécessité de souligner ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi beaucoup de compétences qui sont transférables. Donc toutes les compétences qui sont développées en termes de communication, en termes de prise en charge de public, etc., et ben ça permet d'avoir des professionnels qui sont capables de rebondir sur d'autres métiers
et ça se voit de manière très courante, y compris peut-être sur alors là aussi, c'est compliqué de parler des métiers du sport en général, mais sur les métiers du fitness, par exemple, alors on sait qu'il y a énormément de professionnels qui sont formés tous les ans, mais ils ont une carrière qui va être très courte parce que ce sont des métiers, enfin c'est un métier qui va être quand même très usant parce que contrairement à d'autres disciplines, bah là on va être dans une situation de démonstration hein, pour les cours collectifs, donc il faut pratiquer soi-même, ce qui va pas être le cas sur un prof de tennis ou un entraîneur de foot, voilà, où en fait il va donner des consignes. Parfois il va faire une démonstration, mais il sera pas 1 heure avec le cardio à fond face à son public, donc ça va être beaucoup moins usant sur le plan physiologique. Ça me fait penser aussi à des métiers qu'on voit aussi par rapport à la mode actuelle. Quand on parle, quand il y a la mode, il y a eu la Zumba. Pour l'instant, moi, alors, sauf si c'est moi, mais j'en entends plus parler. Donc, il y a des tendances actuelles aussi qui font qu'on va peut-être se spécialiser en unité sur ces métiers-là. Et après, forcément, quand il y a eu ces spécialisations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est bien de se spécialiser sur plusieurs activités, parce que quand la mode est passée, comment ces personnes peuvent se reconvertir, vers quoi elles peuvent tendre? Ouais, c'est important effectivement de surveiller un peu les tendances. C'est-à-dire que la Zumba, ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de On monde n'entend qui plus l'a vu parler venir, maintenant. mais c'est une mode qui a quand même énormément duré. Hein. Fallait être assez bon pour voir que ça allait durer aussi longtemps, hein, même si ça continue. Alors là, bon, forcément avec la crise de Covid, ouais, toutes ces Oui. activités-là sont mises en stand-by, mais ça dure hein, quand même. La Zumba, ça n'est pas complètement éteint. Mais effectivement, c'est important de surveiller un peu les nouvelles tendances et c'est pas que lié au mode qu'on va se développer autour du fitness. Voilà, je peux citer l'exemple du tennis, par exemple, où de plus en plus, il y a l'activité paddle là, qui est en train de se développer. On voit des terrains fleurir un peu partout. Et donc, on a les éducateurs sportifs en tennis qui, en ce moment, se disent, ah, ça serait bien que je me forme aussi au paddle parce que ça va être demandé, en fait, voilà, sur le marché de l'emploi dans les mois qui viennent. C'est une spécialisation qui va être requise. Et ça, Et en ça peut fait, ça compléter. se voit dans énormément de disciplines, c'est-à-dire que chacun essaie de diversifier un peu ses activités. Je sais pas, je vais parler du handball, par exemple, qui développe le sandball, qui développe aussi le handfit. Voilà, maintenant, on fait du fitness aussi dans toutes les activités physiques. Et donc, ça nécessite à chaque fois de se former. Très bien. Écoutez, merci. C'est comme quoi j'ai bien fait de citer la Zumba, hein, parce qu'il y en a qui l'avaient oublié, je pense. Du coup, écoutez, je vois pas d'autres questions. Moi, je pense qu'on a fait le tour. J'ai pas d'autres questions qui me viennent comme ça. Du coup, l'essentiel a été dit, hein. On sait où se former, on connaît maintenant les métiers, donc on se rapporte à votre site parce qu'il est assez bien fait, il est assez complet pour avoir toutes ces informations en termes de formation. Et bien prendre en considération aussi les côtés inconvénients dits du métier, parce qu'il y a le rêve métier du sport, mais il y a aussi une réalité de terrain. C'est vrai qu'une chose qu'on n'a pas abordée, mais c'est vrai que c'est le fait d'actualité, l'impact de la Covid sur les métiers du sport. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus parce qu'on voit tout ce qui se passe, enfin, comment ça fonctionne encore actuellement. Bah ouais, alors du coup, les sports d'extérieur arrivent à tirer leur épingle du jeu, hein, on arrive encore à pratiquer. Après, il y a des clubs qui ont réussi à s'adapter et à obtenir des créneaux sur des installations extérieures. Là, je pense qu'il y a des sports co comme le basket, le hand qui arrivent à pratiquer encore sur des terrains extérieurs là quand il fait beau. Ouais. Mais effectivement, il y a tous les sports de salle qui n'ont pas pu aller sur ces installations extérieures là qui sont en difficulté aujourd'hui. Après, si en réfléchissant, j'ai quand même oublié de parler d'une information qui est quand même importante. J'ai parlé du BAFA, mais il y a aussi des formations fédérales, donc des formations qui permettent pas la délivrance d'une carte professionnelle, mais chaque fédération sportive développe des formations. Donc, ouais, je peux prendre l'exemple du tennis, par exemple, où il y a des brevets fédéraux d'initiateurs tennis. Voilà, et donc ça va permettre d'avoir, en suivant de ces formations, qui souvent on peut les commencer jeunes, hein, à partir de 16 ans, on va pouvoir avoir ce minimum de compétences-là qui va permettre, comme je disais tout à l'heure, de se tester, de voir si c'est un métier qui peut correspondre voilà, à ses attentes, et puis qui va aussi se faciliter l'évolution sur des formations après plus costauds, on va dire, sur des formations qualifiantes. Voilà, c'est une entrée en matière qui est importante. Merci aussi de cette précision.
Écoutez, je vois que le temps tourne, que les questions s'amenuisent. Je pense qu'on a dressé un bon panel des métiers du sport, des formations. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc, je vous remercie, Monsieur Leray, de votre témoignage, de votre participation. Merci à vous derrière votre écran d'avoir préparé à cette conférence. Sachez qu'à Cap Métier, comme ça a été relayé, donc vous pouvez aussi obtenir des informations donc en termes d'orientation, formation au métier, en venant nous rencontrer sur nos sites de Limoges, de Pessac, mais aussi en nous appelant notre équipe de conseillers au 0800 940 166. Écoutez, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.